à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom consacré au macramé revisité en compagnie de Laurentine Perriot. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement des rendez-vous de la 7e édition des Rendez-vous de la matière plus faire et elle est aussi organisée dans le cadre de notre cycle de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux innovants et artisanaux à destination des professionnels de l'architecture. Et j'insiste tout de suite sur le fait qu'on a aussi donc bien pensé cette rencontre sous la forme d'une discussion, d'un échange, et vous êtes vous aussi invités à poser des questions. Alors, le plus simple via Zoom, c'est de les poser par écrit. Il y a normalement l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran, et vous pouvez m'écrire toutes vos questions au fil de la rencontre. On prendra bien sûr le temps d'y répondre ensemble. Surtout, n'hésitez pas. Et je vais tout de suite vous laisser la parole, Laurentine, peut-être pour nous expliquer justement ce que c'est que le macramé. Bonjour. Alors effectivement, c'est une bonne question, puisqu'en général, certaines personnes pensent que le macramé est une matière. Or, ce n'en est pas du tout une. Le macramé est un savoir-faire, au même titre que la broderie, le tissage ou la dentelle. Cette technique n'est absolument pas industrialisable, comme peut l'être le tissage. Voilà. Il n'y a aucune machine qui permet de faire des nœuds, et donc c'est nécessairement un processus manuel. Donc c'est une succession de nœuds à partir de fils, quels que soient les fils, qui permet de créer des surfaces planes ou au volume, qui permettent de créer ensuite des objets, des éléments plus structurels. Voilà. D'accord. Et quelles sont les matières? Donc, si le macramé n'est pas une matière, mais vous utilisez bien des matières pour le nouage, quelles sont-elles? D'où viennent-elles? Alors, les matières premières sont très larges. En fait, à partir du moment où le fil ou la fibre, d'une façon plus globale, est suffisamment souple pour pouvoir être noué, il n'y a aucune limite d'utilisation de matières premières. Donc moi, à l'atelier, j'utilise des matières premières très variées. Donc ça peut être aussi bien des matières premières naturelles que des matières premières synthétiques. Là, j'ai pris quelques bobines avec moi pour pouvoir vous montrer. Donc on est à la fois sur du lin, des lins qui peuvent être assez fins. On peut avoir, donc là on est dans les matières naturelles, hein, des cotons beaucoup plus classiques. Du chanvre pour voilà, alors je ne sais pas si avec la lumière ça fonctionne. On peut avoir aussi des cotons cirés, du cuir. Donc ça, ce sont pour les matières naturelles. Et puis après, pour les matières un petit peu plus synthétiques, on retrouve bien sûr tout ce qui va être polyester, mais on peut retrouver aussi des lurex, des fils voilà, brillants et qui ramènent un petit peu de préciosité aux objets. Voilà, donc là, par exemple, ce sont des bobines de fil lurex. Et en termes de diamètre, voilà, on peut aussi avoir des fils très, très fins. Donc, on peut travailler des fils qui sont à la fois extrêmement fins et sensibles, jusqu'à des fils, voire des cordes, des cordages qui sont vraiment très larges. Voilà. C'est vraiment très... La palette des possibles est très large. Voilà. Ça laisse beaucoup de possibilités créatives, on va le voir dans un instant, j'imagine. Et du coup, peut-être sur du coup, maintenant la technique du nouage, les gestes à partir de ces différents fils, comment on arrive au résultat final et à faire du macramé. Ouais, bah alors du coup, c'est ce que je disais un petit peu précédemment, c'est-à-dire que comme ce n'est pas une technique industrialisable, c'est nécessairement un processus manuel, et donc mes seuls outils, les principaux en tout cas, ce sont mes mains. Je n'ai pas forcément de cadre ou de machines sur lesquelles me fixer. C'est moi qui crée mes propres outils en fonction des objets ou des demandes des clients et de la finalité de ce qu'il y a à réaliser.
Donc voilà, essentiellement les mains et de bons outils. Pour moi, l'essentiel, ça va être les ciseaux. Voilà, donc c'est vraiment très, très, très limité. Ça demande très peu d'investissement pour le coup en termes de matériel en comparaison avec d'autres savoir-faire artisanaux. Et les gestes de macramé qu'on va retrouver sont classés, je vais dire, en deux catégories, c'est-à-dire qu'il va y avoir des points classiques qu'on va pouvoir nommer sous forme de baguettes obliques, de nœuds médians, voilà. Enfin, ce sont des termes un petit peu techniques, mais qui expriment assez bien les différentes techniques, et les nœuds plats, voilà. Et à partir de ces deux typologies de nœuds, on va pouvoir créer une multitude de possibilités. Voilà, donc c'est bien plus large que ce qu'on peut imaginer. Et du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit. S'il n'y a pas de métier et finalement par rapport au format, vous êtes très très libre. Il n'y a pas de contraintes Ouais, de lait, de largeur, de exactement. hauteur, etc. On peut vraiment Ouais, imaginer quelque chose de même très grand. exactement. C'est le gros avantage, c'est-à-dire que on n'est pas contraint par une lèse. On peut travailler des formats, si on veut travailler sur 50 mètres de hauteur par 50 mètres de largeur, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc c'est très extrême ce que je prends comme exemple, mais c'est vraiment pour illustrer le fait qu'il n'y a pas de contrainte de format. Voilà, tout peut être réassemblé ensuite pour pouvoir travailler sur des volumes ou des surfaces vraiment très très grandes. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a on a vu quelques exemples donc, de fils de différentes matières. Est-ce qu'il y a des matières qui vont vous mettre plus au défi que d'autres? Quelles sont celles que vous préférez peut-être nouer? Alors, il y a pas, c'est pas, enfin, il y a des matières premières que j'affectionne plus que d'autres. Je vais être naturellement, on va dire, attirée par les matières premières naturelles. Mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui va être lurex et touches de brillant. Bah, c'est assez représentatif là ce que j'ai montré au niveau des bobines que j'ai sorties de l'atelier. Voilà, je vais adorer je peux adorer les fils de polyester pour leur brillance extrême, pour la malléabilité aussi du fil, qui est hyper agréable à travailler. Et en parallèle, je peux aussi vraiment aimer travailler un lin brut pour son côté justement brut, et l'aspect un petit peu plus rugueux que ça dégage. Et ce qui est hyper intéressant, c'est justement le mix de matières et de faire rencontrer ces matières premières sur un même projet. Et c'est ce qui est assez étonnant parfois. Oui. D'accord. Et peut-être donc une question qui touche plus à votre approche créative, artistique. Comment vous en êtes venu à développer ce rapport avec ces différentes matières et donc à cette technique du nouage? Moi, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique, puisque j'ai fait un bac littéraire option théâtre. Je suis partie ensuite en fac en histoire de l'art, ne sachant pas trop où aller. C'était voilà. Mine de rien, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai passé ma licence en histoire de l'art, et à la suite de cette licence, je suis partie en voyage en Amérique latine. Et je vais vous montrer un petit peu, je vais vous illustrer un petit peu ça. Je suis partie en voyage en Amérique latine en 2008-2009 avec mon compagnon, dans le seul but de vraiment voyager et découvrir autre chose que ce que j'avais pu voir jusque-là. Et c'est à l'occasion de ce voyage que j'ai rencontré tout à fait par hasard un artisan au Chili qui nous a enseigné les techniques de base, mais réellement de base, du tissage, du nouage en macramé. Et à partir de là, je me suis dit que les bases étaient pas forcément très solides, qu'il allait falloir les développer, proposer des choses qui techniquement sortaient de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de voir, de faire. Et donc, j'ai monté mon atelier, mais qui était vraiment spécialisé dans le bijou en macramé. Et c'est un petit peu
par hasard, à la suite d'un concours qu'on a remporté, concours Jeunes Créateurs avec les ateliers d'art de France, que nous avons pu exposer sur le salon Maisons et Objets à Paris. Ça nous a permis une très grande visibilité à ce moment-là et ça nous a permis de faire la rencontre de l'équipe de Jean-Paul Gaultier qui nous a proposé de travailler pour le défilé haute couture en proposant différentes parures de bijoux, voilà, donc ce qui était le cas ici pour le défilé Amy Winehouse, avec voilà, donc, des bijoux qui mêlaient pierre fine, macramé et vraiment un aspect très couture, quoi. Voilà. Et donc de cette expérience inattendue et très riche, j'ai eu la chance aussi de collaborer avec Guerlain pour la gamme de parfums L'Art et la Matière pendant 5 ans. L'idée étant de mixer les matières premières présentes dans les fragrances avec mes techniques de nœud. Donc voilà, je pouvais travailler aussi bien le cuir, que les vanilles, que les fèves tonka, que voilà. Donc c'était ça aussi, ça a été une très très belle expérience. Et c'est à la suite de ces 2 expériences cumulées que j'ai eu envie de sortir un petit peu du bijou et de proposer du coup une approche beaucoup plus axée sur le textile, puisque finalement le bijou c'était très très bien parce que ça m'avait apporté tout ce qui était de l'ordre de la minutie, de la préciosité, enfin voilà, ça m'avait permis de développer vraiment toute cette partie-là. Et mine de rien, le cadre que proposait le bijou était quand même un petit peu restreint, un petit peu voilà, et j'avais envie de sortir de ce cadre-là pour pouvoir proposer quelque chose de plus large et donc développer du textile. Dans un premier temps, l'idée était de proposer des textiles à destination des maisons de couture. Et puis, l'idée a germé que finalement, en changeant d'échelle, en changeant de cadre, on pouvait également proposer les textiles pour le domaine de l'architecture d'intérieur. Voilà. C'est souvent effectivement une passerelle qui est une question d'échelle, mais c'est vrai que les savoir-faire et les techniques sont assez similaires Ouais, complètement. au milieu de la mode. Et Là, par exemple, en termes d'échelle, j'ai un exemple, c'est-à-dire que cet échantillon-là a été réalisé pour la couture initialement. Et le panneau que vous voyez derrière moi, donc avec cette échelle-là, c'est exactement le même motif. C'est juste un changement de fil, un changement de diamètre et donc un changement d'échelle qui permet de projeter le travail du macramé, de la couture à l'architecture d'intérieur. Voilà, c'est un exemple. en effet, on se rend bien compte. Et justement, peut-être, c'est à partir des motifs qu'on vient de voir, quelles sont vos sources d'inspiration aujourd'hui? Initialement, je pense que j'ai été très inspirée par toute la période Art déco, Art nouveau. Et mine de rien, je pense qu'il y a encore pas mal d'influence de ces périodes-là dans mon travail aujourd'hui, dans mes propositions d'échantillonnage. Après, comme je travaille quand même essentiellement à la commande, j'ai tendance à avoir une capacité à me plonger dans les sources d'inspiration et des clients assez facilement. Donc voilà, en fait, ça dépend vraiment de la finalité du projet. C'est-à-dire que si on me demande de travailler sur certains sujets, je vais me plonger dans ces thématiques-là. Et sinon, pour moi, de façon plus personnelle, quand je dois présenter un travail, voilà, ça va peut-être plus être du côté de l'art déco art nouveau, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement dans le nouage, dans cette technique, dans ce savoir-faire? Qu'est-ce qui vous parle? Moi, ce que je trouve dingue sont les possibilités complètement infinies qu'offre cette technique. C'est-à-dire que j'ai pu développer énormément d'échantillons en l'espace de quelques années et je me rends compte que c'est vraiment réellement infini, quoi. C'est sans fin. Après, ce que je trouve super aussi, alors c'est parce que j'ai créé mon métier, hein, c'est un métier qui n'existait pas forcément, euh, c'est de pouvoir imaginer des projets toujours plus
dingue techniquement à partir de ce savoir-faire. C'est-à-dire qu'en partant du bijou, on imagine un bijou, et puis plus ça va, plus on change d'échelle, et plus on peut imaginer des choses complètement folles. Voilà. Et ça, je trouve ça incroyable, quoi. Voilà. C'est un savoir-faire qui offre énormément de possibilités, quoi. Et ça fait tout à fait le lien avec ma question suivante, qui était la part finalement que vous accordiez à l'expérimentation, à la recherche aussi dans votre savoir. Ouais. Je dirais que la part de développement à l'atelier représente un quart de mon activité de travail à l'atelier. Un quart de l'activité parce que l'idée est de proposer toujours des solutions innovantes, tant techniquement qu'esthétiquement. Et puis, oui, je pense que j'ai une obligation d'être force de proposition. Je suis le seul atelier aujourd'hui en France spécialisé dans ce savoir-faire. Et donc, je sais que les gens ne connaissent pas les possibilités qui s'offrent à eux à partir de cette technique. Donc, si moi, je ne suis pas force de proposition vis-à-vis des clients, voilà, c'est très compliqué de leur dire... oui, on peut faire ça, mais sans qu'il y ait des éléments qui le montrent, quoi. Donc voilà, je dois avoir peut-être entre 150 et 200 échantillons aujourd'hui à l'atelier. Donc c'est loin, loin d'être fini. Voilà. Et la part de recherche et de développement liée à ce segment-là de l'activité est vraiment importante. Ouais. Et justement, vous parliez des différentes possibilités. Finalement, comment vos créations habillent les intérieurs? Comment on peut les installer? Comment, voilà, dans l'architecture, finalement, elles sont intégrées? Alors, je dirais qu'il y a deux fonctions au macramé. Il y en a une première qui peut être très structurelle. En disant structurelle, j'entends par là, et c'est ce à quoi on va penser en priorité en architecture d'intérieur, on va penser aux séparateurs d'espace, aux paravents ou aux cloisons. Mais on peut aussi évoquer des portails, puisque ça a été le cas là récemment dans un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé, mais aussi des garde-corps. Voilà, donc le macramé a une fonction réellement structurelle. Et il y a évidemment une part non négligeable qui correspond à l'aspect décoratif. Et donc là, on peut avoir du luminaire, l'habillage de portes de meubles, des assises, mais évidemment habiller des murs, des rideaux, des coussins, des embrasses. Voilà, c'est vraiment très très large. Et ce qui est très chouette, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a toujours le côté structurel qui rencontre le côté décoratif pour pouvoir se lier. Et ça, c'est très chouette, quoi. Et par rapport à ces différents usages, est-ce que, par rapport aux matières aussi que vous utilisez, il y a des préconisations, des contraintes d'entretien, d'usage? Enfin voilà, j'imagine que c'est adapté en fait à chaque projet, c'est aussi selon la façon dont vous travaillez avec les architectes. Oui, exactement. Je pensais à des poignées de porte, par exemple. Les poignées de porte, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas prendre des fils de soie pour pouvoir proposer des poignées de porte. On peut conserver des fils qui soient relativement précieux en termes esthétiques, mais pour autant, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui puisse faire face au frottement, voilà, au toucher. Donc, on va plutôt préconiser soit des fils de cuir, soit des fils de coton ciré qui sont beaucoup plus adaptés. Donc, effectivement, en fait, les matières premières et l'entretien l'entretien dépend des matières premières qu'on va choisir. Et donc, étant donné que les matières premières choisies dépendent de la fonction, voilà, tout est lié. Ouais, tout est lié. Et sur votre façon de travailler avec les architectes, quelles sont les étapes finalement entre l'idée, la préparation, la concrétisation d'un projet? Alors, généralement, les architectes font appel à moi parce qu'ils ont déjà en tête un projet, qu'ils aimeraient me soumettre.
Et ça, c'est une grande différence avec la couture, c'est que la temporalité est vraiment très différente. Donc, on a le temps de travailler sur les projets et travailler sur les propositions. Moi, je travaille l'échantillonnage échelle 1 jusqu'à ce qu'on soit complètement d'accord et raccord sur l'esthétique, sur les matières premières. Donc, il y a un grand travail en amont de recherche de matières premières. Le sourcing est vraiment hyper important et de mise en forme du projet de façon très concrète, techniquement aussi. Donc voilà, il y a beaucoup d'allers-retours qui se font entre eux et l'atelier jusqu'à la mise en production du projet final. Voilà. Mais c'est vrai que la temporalité est chouette. Peut-être qu'on peut voir quelques exemples finalement dans vos projets récents aussi. Ça nous permettra voilà, de plonger aussi dans votre univers. Ouais, ça marche. Je vous montre ça. Alors, c'est lent. Ça arrive. Voilà, le projet dont je parlais tout à l'heure, que j'évoquais, hop, qui repart. Bon. Alors, je le laisse descendre et puis on va pouvoir remonter. J'arrive pas On a un premier aperçu. à le stopper. Voilà. Mon ordinateur fait sa vie tout seul. Donc, le premier projet dont je voulais parler, c'était le projet de la Maison des Canaux, qui a été initié par les architectes de l'agence Grand 8, et pour lequel ils m'ont demandé de travailler à partir de cordes. Hop, ça y est, j'ai à nouveau la main sur la souris. Tout doucement, mais Ah bien. ça revient. Je pense qu'on va le repasser. Oui. Bon. Voilà, ce projet-là qui repasse. Bon. Peut-être avec les flèches droite-gauche, sinon parfois ça. Ouais, mais là, il est en autonomie totale. C'est. Peut-être qu'on peut. Sinon, ça a l'air de s'arrêter. Ouais, c'est bon. Et donc, les architectes de l'agence Grand 8, hop, voilà. Nous y sommes. M'ont proposé de travailler à partir de cordes d'escalade qui étaient destinées à la benne pour pouvoir travailler sur des surfaces, sur 40 mètres carrés de portail d'accessibilité donc à la Maison des Canaux. La Maison des Canaux a été inaugurée là il y a quelques semaines. Et donc, c'est un projet que vous pouvez retrouver au niveau du canal de Bourg en face du MK2 et à côté de l'autre MK2. Voilà. Donc ça, c'est assez chouette parce que c'était hyper cohérent dans un principe d'économie solidaire, circulaire, c'est-à-dire que moi, je suis allée sur le chantier pour pouvoir proposer, montrer en fait le nœud, comment le projet allait se dérouler. J'ai formé des équipes sur place qui étaient en réinsertion sociale et ce sont ces équipes-là qui ont pu travailler sur le projet. Donc voilà, ça m'a demandé de lâcher un petit peu la partie production, parce que en général, c'est moi qui fais absolument tout. Donc là, c'était très chouette de pouvoir laisser la main et de les laisser réinterpréter aussi un petit peu voilà, les éléments par eux-mêmes. Et le résultat est vraiment très chouette. Là, c'est une photo en cours de réalisation. C'est pas fini, j'ai pas eu le temps encore de faire les visuels du projet fini, mais c'est très beau, quoi. Voilà, donc c'est assez chouette. Là, dans les tout derniers projets, c'était un projet à la demande d'Irina Bokova qui source des artisans pour travailler sur de très beaux projets. Et donc là, c'était une chaise pour une chambre d'enfant. Voilà, et là, toute la matière première, on parlait de sourcing matière première tout à l'heure. Là, ça vient de la société Scholtez avec qui je collabore régulièrement, puisque du coup, on peut travailler aussi bien sur les diamètres que les couleurs, que les matières. Donc, ça offre vraiment beaucoup de possibilités. Voilà, dans un
toujours dans la thématique corde d'escalade, voilà, c'est vraiment pour illustrer le fait que tout type de matière première peut réellement être travaillé. Ici, donc là, le panneau que vous voyez là, c'est le panneau qui est également derrière moi. C'est celui que je montrais tout à l'heure. Et c'est celui qui s'adapte le plus, du coup, à des propositions d'agencement, de séparateurs d'espace, etc. Enfin, voilà, c'est très large. Mais en termes de visuel, on peut avoir des choses beaucoup plus organiques, beaucoup plus fluides. Enfin, voilà, tout dépend du motif, du souhait, du design. C'est très large. Euh, Ici, c'est un panneau décoratif mural également qui a été réalisé à partir de fils de coton ciré, finition cirée. Et là, c'est mes influences du bijou qui sont revenues par là, avec l'ajout de chaînes entre chaque creux de nœud. Je parlais d'embrasses tout à l'heure. Là, c'est un exemple avec les embrasses qui ont été réalisées pour l'ambassade de France à Rome. Voilà, donc dans un esprit beaucoup plus classique, le macramé peut également prendre à toute sa place. Voilà. On peut travailler également effectivement à partir d'éléments, donc en volume, on vient habiller entièrement les éléments. Donc là, ce sont des vases, des bonbonnes, etc. Mais ça peut être le cas sur du luminaire, voilà, l'habillage en macramé est très large. Ici, c'est une collaboration avec la maison d'édition de papier peint Cosiel, qui est spécialisée dans les papiers peints trompe-l'œil et avec qui j'ai débuté une collaboration il y a quelques temps qui est vraiment très chouette puisque du coup, on sélectionne ensemble des motifs que j'ai réalisés parmi les échantillons que je propose et eux les reprennent pour les papiers peints et ça fonctionne très bien, c'est assez bluffant. Mais c'est très chouette. Là, on a de nouveaux motifs qui sortent cette année qui sont très beaux. Voilà, donc les assises, toujours, sous une autre forme, une autre proposition. Et les luminaires dont je parlais avec sur la page de gauche, une collaboration avec Janaïna Milero, qui, elle, est spécialisée dans la plume. Et donc, c'est une collaboration pour un panneau décoratif mural entre macramé et plume. Voilà, donc c'est Très bien. voilà les projets dont je peux parler. Beaucoup de beaux projets qui montrent aussi vraiment en effet la diversité à la fois des motifs, des textures et voilà, et des possibilités finalement permises par ce savoir-faire. Complètement, ouais. Et vous parliez, on va pas tarder à conclure a priori. Vous parliez d'échantillons, vous avez beaucoup d'échantillons. Il me semble que votre atelier est dans les Pyrénées, dans l'Ariège. Comment vous travaillez avec les architectes quand il y a un projet? Est-ce qu'on peut venir vous voir? Est-ce que vous allez les voir? Alors, je me déplace beaucoup. Je vis en Ariège, mais je suis beaucoup dans le train. Et à Paris, je suis à Paris tous les mois pour les rendez-vous, entre autres avec les agences. Voilà, ça me permet de pouvoir avancer sur les projets en cours. En fait, le fait d'être ici à l'atelier, j'ai une très grande surface, donc ça me permet de travailler sur des grands projets. Donc ça, c'est très chouette. Et puis, effectivement, je suis à Paris très régulièrement pour pouvoir avancer sur les projets en direct, montrer les avancements, les échantillonnages. Voilà. D'accord. Bah, Et super. bien sûr, avec plaisir, n'hésitez pas à venir. On est bien dans les Pyrénées, donc n'hésitez pas à venir visiter l'atelier si vous êtes de passage. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. De toute façon, je m'occuperai de partager à tous vos coordonnées, vos contacts. Et voilà, l'idée, c'est justement de pouvoir vous rencontrer par la suite et puis découvrir votre savoir-faire de visu aussi. Oui, bien sûr, c'est C'est toujours mieux bien par Zoom, mais c'est toujours mieux en vrai aussi. complètement. Merci beaucoup, Laurentine, pour cette belle présentation. Voilà, donc on reste en contact et si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à nous écrire.
et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.